Bonjour à tous, c'est Professeur Missou. Ce cours est destiné aux étudiants en médecine de 5e année. On va parler aujourd'hui du syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique est un syndrome à définition biologique. Ça veut dire que c'est des bilans qui vont nous donner le diagnostic du syndrome néphrotique et non des symptômes cliniques. Donc, c'est la perte d'albumine au niveau rénal. Une perte très importante, supérieure à 3 grammes par 24 heures chez l'adulte. Cette perte d'albumine va avoir comme conséquence une diminution de l'albumine dans le sang, donc hypoalbuminémie, inférieure à 30 grammes par litre. Plus ou moins une hypoprotédémie inférieure à 60 grammes par litre. En fait, l'albumine fait partie des protides et sa diminution va entraîner une diminution de la protédémie. Il y a deux types de syndrome néphrotique. Il y a le syndrome néphrotique impur et le syndrome néphrotique pur. On va dire que le syndrome néphrotique est impur s'il est associé à une HTA et ou une hématurie et ou une insuffisance rénale parenchymateuse ou une diminution du C3, la fraction du complément C3. Il va être pur s'il n'est pas associé à ces 4 caractères. Donc un seul caractère va entraîner la nomenclature impure à ce syndrome néphrotique. Il faut savoir que la membrane de filtration qui se situe au niveau du glomérule est une barrière qui va empêcher l'albumine de traverser du sang vers la chambre urinaire. Cette membrane de filtration, par ses petits pores, ne laisse pas passer l'albumine, donc c'est un truc structurel, c'est quelque chose d'anatomique, mais aussi par rapport à sa charge. Elle est chargée négativement, l'albumine est chargée négativement, le négatif et le négatif se révulsent, donc l'albumine est chassée loin de cette membrane de filtration. Donc s'il y a passage d'albumine, ça veut dire qu'il y a une calculation de charge négative ou une anomalie structurelle. C'est-à-dire que les pores de cette membrane est rompu ou bien modifié, ce qui va entraîner le passage de l'albumine. La perte de l'albumine au niveau urinaire va, pour un laps de temps plus ou moins long, être compensée par la production d'albumine au niveau du foie. Et ça va pomper l'albumine au niveau, à partir du muscle squelettique. À un moment donné, ce système de compensation va être saturé et le foie ne peut pas compenser cette perte d'albumine et on aura, par conséquence, une diminution de l'albumine dans le sang. C'est à ce moment-là que commence la symptomatologie clinique. Vous voyez, donc c'est un décalage entre le début de l'albuminurie et l'apparition de l'hypoalbuminémie, donc des symptômes cliniques. Le syndrome néphrotique s'exprime cliniquement par ses complications. On a dit que le syndrome néphrotique était un syndrome biologique. Tant que le foie permet la compensation de cette perte d'albumine, il n'y a pas de symptômes. Lorsque le foie est dépassé, qu'il a pompé l'albumine des muscles, qu'il produit tout ce qu'il peut il fait tout ce qu'il peut pour compenser cette perte, lorsqu'il est dépassé, on a l'hypoalbuminémie et à partir de ce moment, commence l'expression clinique du syndrome néphrotique par ses complications. Donc on a des complications précoces et des complications tardives. On va commencer par les complications précoces. L'une des premières complications, c'est l'apparition d'un syndrome œdémateux. Donc ce syndrome œdémateux, c'est la première expression clinique d'un syndrome qui est biologique. Pour comprendre l'apparition de ces œdèmes, qui sont généralement dans les parties déclives, tout part à partir de cette électrophorèse des protéines. Vous savez qu'il y a une perte d'albumine, donc il y aura une diminution de l'albumine au niveau sanguin. Et c'est là la base où ça commence, c'est l'amorçage des complications. Souvenez-vous de la loi de Starling, qui permet l'équilibre entre les pressions au niveau des capillaires. Donc au niveau du capillaire artériel, ici en gauche, on a une pression hydrostatique élevée, parce que le sang vient avec la pression du cœur. C'est la pression artérielle, la systolique. Dans le côté interstitiel, la pression hydrostatique est basse. La pression oncotique au niveau artériel, des capillaires artériels, est élevée, alors que la pression oncotique au niveau interstitiel est presque nulle. En fait, la pression oncotique ici
provient de l'albumine. Et l'albumine, elle est plutôt dans le secteur vasculaire. Donc, la pression hydrostatique au niveau capillaire artériel est très élevée. C'est la force dominante de ce caractère. Et ça va entraîner le passage du liquide et des nutriments, du glucose, de l'oxygène, du capillaire artériel vers l'interstitien et de l'interstitien vers les cellules. Une fois de l'autre côté, on a le capillaire veineux. La pression hydrostatique au niveau du capillaire veineux est basse, tout simplement parce que ça correspond au lit vasculaire veineux où la pression est plus basse. Il n'y a pas la pression du cœur, c'est la pression plutôt diastolique. La pression hydrostatique est basse. La pression hydrostatique au niveau de l'interstitium est élevée parce que tout simplement il y a le liquide qui est sorti des capillaires artériels dans le milieu interstitiel. Il y a eu un échange avec les cellules et ce liquide est toujours dans l'interstitium qui va augmenter la pression hydrostatique. La pression oncotique au niveau capillaire veineuse est augmentée. Vous savez, le sang va arriver par les capillaires artériels et ce sang-là, il y aura une grande partie de l'eau qui va traverser vers l'interstitium par la force hydrostatique des capillaires artériels. Ce qui va faire que le sang qui va partir vers le secteur capillaire veineux est très concentré. Ça veut dire que la pression oncotique, l'albumine, est très très concentrée. Donc, on a une pression hydrostatique basse parce que le liquide qui provient du cœur, du capillaire artériel, a perdu une grande quantité de son eau qui traverse vers l'interstitien et ça va concentrer l'albumine à l'intérieur de ces capillaires et ça va entraîner une augmentation de la pression oncotique. Donc, ici, la force prédominante est une pression oncotique très élevée. Cette pression oncotique, elle va ramener le liquide qui a subi cette interaction avec les cellules, c'est-à-dire il est plein de CO2, plein de déchets de la cellule, elle va le ramasser vers les capillaires veineux. Ce qui reste, tout ce qui n'est pas ramassé, tout ce qui dépasse la capacité des capillaires veineux, va revenir par le système lymphatique, qui va remonter par le système lymphatique. Donc c'est la loi de Starling. Vous voyez ici que pour que le liquide qui traverse le capillaire artériel vers l'interstitium pour les échanges cellulaires, pour qu'il retourne vers la circulation vasculaire, vers le capillaire veineux, cet effet dépend essentiellement de la pression oncotique. Et vous savez que la pression oncotique dépend essentiellement de l'albumine. Donc, s'il n'y a pas d'albumine, si elle est perdue au niveau du rein et que le foie n'arrive pas à compenser et qu'on a une diminution de l'albumine sanguine, ça va entraîner une diminution de cette pression oncotique au niveau du capillaire veineux, ce qui va entraîner une diminution de la force qui attire le liquide à l'intérieur du lit vasculaire, à l'intérieur du capillaire veineux, ce qui va entraîner que ce liquide va rester dans le milieu interstitiel. Et s'il reste dans le milieu interstitiel, ça va donner des œdèmes. Donc ces œdèmes sont décrits dans la littérature et dans la clinique comme des œdèmes d'équilibre, c'est-à-dire dans les parties où où la pesanteur va avoir le plus grand effet. C'est-à-dire dans les membres inférieurs, ils sont mous, blancs, gardant le godet. Ça veut dire qu'ils ne sont pas rouges comme les œdèmes cardiaques, ils ne sont pas durs comme les œdèmes cardiaques, et surtout, ils gardent le godet. C'est-à-dire quand on fait une pression sur ces œdèmes, la marque du doigt, la marque du pouce reste ancrée dans la peau. Donc on va voir le pouce, la marque du pouce sur les œdèmes. Et il y a un signe très très important, c'est la prise de poids. C'est un patient qui va venir vous dire « j'ai pris 10 kilos en une semaine ». Ça ne peut pas être du gras, c'est de l'eau. La deuxième complication, c'est les thromboses. Thrombose artérielle ou thrombose veineuse. Pourquoi il y a une thrombose? C'est quoi la relation entre une perte de protéines, une perte d'albumine et une thrombose? Je vais vous dire.
Le problème, c'est que le foie, il essaye de compenser cette perte d'albumine. Il essaye de produire de l'albumine. Mais à un moment donné, c'est dépassé. Il n'a plus de matériel pour produire de l'albumine. Tout a été pompé. Donc, il va détourner sa force vers la production de protéines telles que les bêta-globulines. Ces bêta-globulines sont, parmi ces bêta-globulines, il y a les protéines coagulantes. Donc, le foie est une usine qui travaille, qui ne veut pas s'arrêter de travailler. Si elle ne peut pas produire de l'albumine, elle va produire d'autres molécules, d'autres protéines, pour pouvoir, comme ça, compenser un peu la pression oncotique. Et ce qu'il va produire en plus, c'est les bêta-globulines. Parmi les bêta-globulines, vous voyez ici dans l'électrophorèse des protéines, et parmi les bêta-globulines, on a ce qu'on appelle les protéines procoagulantes. Donc, l'état d'hypercoagulabilité qui va entraîner des thromboses artérielles et veineuses est secondaire à la fois à une augmentation de production du foie, du fibrinogène et du facteur 8 qui font partie des bêta-globulines, mais aussi de la perte rénale, la fuite rénale de protéines qui sont l'antithrombine 3 et des protéines C et S qui sont des protéines antithrombotiques. Donc l'effet entre l'augmentation des protéines procoagulantes et la perte urinaire de protéines anticoagulantes va entraîner un état d'hypercoagulabilité. Lorsqu'on a une albumine inférieure à 20 et un fibrinogène supérieur à 6 et un antithrombine 3 inférieur à 70, ici il y a un grand risque de thrombose. Et c'est l'indication, quand on a albumine inférieure à 20 et ou fibrinogène supérieur à 6 et ou antithrombine 3 inférieur à 70, il faut commencer un traitement anticoagulant. C'est un traitement préventif, pas curatif. Curatif, c'est le traitement anticoagulant. Curatif, c'est lorsqu'on traite une thrombose déjà constituée. Un traitement anticoagulant préventif, c'est lorsqu'on prévient l'apparition d'une thrombose artérielle ou veineuse lorsque les risques sont très importants. Et le risque très important, c'est l'association de l'hypoalbuminémie inférieure à 20 et ou les deux autres caractères.